passe avec plaisir la parole à Jean Carassu en le remerciant d'avoir bien voulu nous consacrer de la réflexion préalable et du temps pour que nous soyons collectivement plus intelligents après son intervention. Merci beaucoup, Philippe. Tu es toujours aussi bienveillant. Oui, quand tu m'as passé cette commande de prendre un peu de recul par rapport au contexte actuel sur le thème qui est le nôtre, l'immobilier et le bâtiment durable, j'ai un petit peu réfléchi et puis j'ai décidé de répondre de manière assez subjective à partir de ces dernières années, et j'ai pris un nombre assez grand, quasiment de ces 20 dernières années, avant de voir les prochaines années, c'est-à-dire le petit exercice prospectif que tu as évoqué. Alors, c'est le recul qui se veut peut-être possible quand on n'est pas dans les professions de l'immobilier et du bâtiment comme vous l'êtes. C'est le recul de l'enseignant. L'enseignant, donc, où je rappelle que je suis prof à l'École nationale des ponts et chaussées, qui fait partie de l'Institut Polytechnique de Paris. Et avant, j'avais une certaine expérience du côté du CSTB, d'une société d'habitat social et du ministère de l'équipement. Donc, un parcours dédié effectivement à l'immobilier et bâtiment. Et je suis parti de 2005, comme ça on a 20 ans de retour en arrière, de recul, et puis 10 ans qui viennent. D'où le titre de mon intervention, c'est Transition écologique et immobilier bâtiment, vécu et idées sur la période 2005-2035. Vous voyez, c'est un peu immodeste, mais ça correspond, je l'espère, à la commande qui m'est passée. Prenons du recul, à la fois sur l'actualité et sur le futur. Alors, quelques définitions. Transition écologique, pour moi, c'est 3 dimensions. Hein. C'est le climat, les ressources et la biodiversité. Et donc, il s'agit de passer d'un immobilier bâtiment carboné, gaspillant les ressources et contribuant à détruire la biodiversité, même si c'est une vision un petit peu noire de la réalité, à un immobilier bâtiment décarboné, économe en ressources et respectant la biodiversité. Sachant que, bien sûr, l'immobilier bâtiment, avant tout, doit rendre un service à ses utilisateurs. L'approche est socio-écotechnique, puisque je parle d'immobilier bâtiment, je pense qu'il y a 2 cultures tellement différentes qu'il faut les spécifier. La culture immobilier qui est plutôt une culture finance et droit, et la culture bâtiment qui est une culture architecture et sciences de l'ingénieur. Enfin, le contexte, c'est la 3e révolution industrielle, c'est celle du 21e siècle, c'est la révolution numérique, avec un enjeu considérable qui est en fait une réorientation de cette 3e révolution industrielle qui marche très très bien aux énergies fossiles et qu'il faut réorienter vers les énergies renouvelables. Alors, une fois cette introduction faite, les 20 ans que nous venons de connaître, moi j'ai tendance à les décomposer en 4 parties. 2005-2008, c'est la prise de conscience sur notre sujet transition écologique et immobilier bâtiment. 2009-2015, c'est la définition d'un cadre. 2016-2020, ce sont des résistances et une mise en œuvre. 2021-2024, c'est on entre dans le dur et avec des résultats que je juge encourageants. Je ne serai pas dans la sinistrose actuelle en matière de résultats et je me justifierai en citant quelques statistiques. Et puis après, une fois qu'on aura fait ce recul sur les 20 ans, on envisagera la période 2025-2035 avec 2 scénarios. Un scénario que j'appelle brun, qui est plutôt forte régression, mais pas mal de résistance. Et puis un scénario que j'appelle vert, qui est on avance, même si le contexte n'est pas toujours facile. Et puis je me permettrai une conclusion avec 3 suggestions pour nos travaux et pour les professionnels de l'immobilier et du bâtiment.
Alors, donc 2005-2008, la prise de conscience. En 2005, je me souviens très bien, je suis au Centre scientifique et technique du bâtiment. J'y dirige le département économie et sciences humaines. Et je ne sais pas si Alain Mogard est parmi nous aujourd'hui. Il est président alors du CSTB. Et avant de lancer le programme de recherche énergie et bâtiment, il convainc le gouvernement de faire un benchmark international sur ce thème, pour que les Français ne réinventent pas l'eau tiède. Et j'ai la chance d'être chef de projet. On a quelques moyens, puisque pour une étude de 24 mois, on dispose d'1 million d'euros. Et on lance cette étude qui nous permet de mobiliser une cinquantaine d'ingénieurs, de scientifiques, de sociologues, d'économistes de 12 pays différents. Quelles conclusions j'en tire? Eh bien, deux essentiellement. L'importance des travaux du GIEC, que l'on découvre à l'époque beaucoup en France. C'est une base scientifique passionnante avec la notion d'un consensus scientifique, et ça c'est très important pour tous nos travaux. Il y a une base scientifique qui fait l'objet d'un consensus. Nous verrons après les réactions climato-sceptiques, notamment dans les scénarios 2025-2035. Et la deuxième grande leçon de ce benchmark, c'est qu'il y a vraiment toute une série d'expériences passionnantes dans le monde. En gros, en simplifiant beaucoup, 3 cultures. Une culture plutôt environnementale dans les pays anglo-saxons, autour notamment des labels à l'époque BREEAM et LEED, qui existent toujours d'ailleurs, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Une approche plutôt énergie dans les pays germaniques, avec les labels Passivhaus en Allemagne, Minergie en Suisse, qui générera Effinergie en France, et puis aussi une approche autrichienne qui n'en est pas très loin. Et enfin, une troisième approche plutôt centrée sur les énergies renouvelables et tout particulièrement le photovoltaïque au Japon. À l'époque, l'Inde et la Chine ne sont pas vraiment très emparés de cette transition écologique, ce qui est effectivement, elles rattraperont leur retard ultérieurement. Et c'est pendant cette période qu'en 2007 est lancé le Grenelle de l'environnement, qui mobilise un grand nombre de forces professionnelles et citoyennes et politiques autour d'une définition de la politique de l'environnement, animé par Jean-Louis Borloo, qui est un ministre très, très motivé et très ambitieux sur le sujet. Deuxième période, 2009-2015, c'est la définition d'un cadre. La première loi Grenelle est votée en 2009, la deuxième loi Grenelle est votée en 2010, et suit une véritable avalanche de décrets et de circulaires pour le neuf, pour la réhabilitation et pour la gestion. Alors, je vous en fais grâce, c'est assez spectaculaire et une grande partie est appliquée. Les professionnels de l'immobilier bâtiment, à mon avis, sont en fait partagés. D'emblée, il y a une petite minorité qui est en fond pour s'emparer de cette transition, qu'on appelle plutôt énergie à l'époque, qui n'est pas de transition écologique. Transition énergie, il y a une forte minorité qui est à fond contre, parce que le climato-scepticisme est fort à l'époque, et il est fort aussi dans l'immobilier et bâtiment. Et puis, au milieu, il y a une majorité qui est dans une sorte de marée intermédiaire. En 2009, eh bien, le plan bâtiment Grenelle est créé. Il deviendra le plan bâtiment durable. Je suis membre de ce bureau depuis 2011. Et au sein de ce groupe est créé le groupe Prospective en 2011. Et j'en fais partie depuis la création. En 2011, moi, à titre plus personnel, je lance à l'École des Ponts et Chaussées un master pour cadres, pas pour étudiants, sur le thème immobilier et bâtiments durables. Et je suis très étonné qu'à l'époque, en 2011, la RICS, cette organisation internationale sur la construction, des professionnels de la construction et de l'urbanisme, m'indique que c'est le seul master ou seul type de formation en Europe entièrement dédié à 100%
au durable dans l'immobilier et le bâtiment. Et effectivement, je m'en aperçois dans les réactions de l'immobilier. Au début, les professionnels de l'immobilier sont très réticents et disent « mais qu'est-ce que c'est ? Consacrer 400 heures de formation plus une thèse professionnelle pour l'immobilier durable, c'est du gaspillage. Un stage de 15 jours suffit largement. » Et effectivement, nous sommes soutenus par des gens qui sont un peu à la marge de la filière, bien sûr en dehors du ministère de l'écologie de l'époque. Nous sommes soutenus par des groupes industriels comme Saint-Gobain ou par le ministère des Armées, qui a un service d'infrastructure de la défense qui gère 40% du patrimoine de l'État et qui a des ambitions fortes en matière de développement durable. Donc, réticence des professionnels au début des années 2010. Troisième étape, 2016-2020, des résistances, mais une mise en œuvre qui commence à être réelle. Les résistances sont nombreuses. Quand nous proposons la RT 2012, après le label Effinergie, une bonne partie des professionnels protestent en disant que nous allons augmenter le coût de construction de 20%, j'entends même des chiffres supérieurs, et pour la réhabilitation, c'est la même chose, forte réticence dans le logement et surtout dans le tertiaire, qui se traduit d'ailleurs par un blocage complet du décret tertiaire pendant pratiquement une dizaine d'années. Le décret tertiaire sort très en retard et il est obsolète puisqu'il est centré sur l'énergie et il fait l'impasse sur le carbone. Il était très adapté à la loi de 2010, mais il n'est plus adapté à la situation de 2020. Mais en fait, on avance parce que la RT 2012, qui est fortement inspirée de l'expérience allemande de Passive House et de l'expérience suisse de Minergie, qui fait suite à l'expérimentation très passionnante de label Effinergie, BBC Effinergie à l'époque, bâtiment basse consommation. Eh bien, cette RT 2012, après une période d'apprentissage, c'est vrai, et il y a toujours une période d'apprentissage de la part des professionnels, la consommation réelle d'énergie, quand on fait des études, auxquelles d'ailleurs j'ai participé, est divisée par 3, 2 à 3, par rapport à la réglementation précédente qui date, je le rappelle, de 2005. Donc, il y a vraiment un succès. Les résultats sont là. Et quand une commande nous est passée, notamment dans le groupe prospectif du plan bâtiment durable, de réfléchir à une RT 2020, eh bien, notre réaction, ça a été de dire n'embêtons pas les professionnels sur l'énergie, on ne va pas aller vers 40 cm d'isolation, voyons la chose beaucoup plus globalement. Le Grenelle était centré sur l'énergie, c'est bien, mais la question principale, c'est la question du climat, donc la question du carbone, auquel il faut rajouter la question de la biodiversité et de l'économie des ressources. Et donc, on propose effectivement, et les pouvoirs publics nous ont suivis et on s'en félicite, une réglementation environnementale 2020 qui va apparaître à cette période-là. Et du côté de la réhabilitation, les chantiers progressent. Moi, je me souviens, c'est l'époque où j'essaie de prendre un peu de recul. En 2019, je publie un bouquin aux éditions de l'Aube qui s'appelle Le Choc. Le choc, c'est le choc entre révolution industrielle, biosphère et société. Et je mets en avant l'importance de la décarbonation des modes de production et des modes de vie et le rôle essentiel des territoires. Je reviendrai en conclusion sur ce rôle essentiel des territoires. Alors, quatrième étape, 2021-2024. On entre dans le dur et avec des résultats que j'estime, moi, très encourageants, même s'ils ont un peu tardé à apparaître. Dans le neuf, l'ARE 2020 est une des plus avancées de la planète. J'attends de voir les réactions des élus qui rentrent du Québec à l'exposé suivant. Je ne sais pas quelle est l'opinion des Canadiens sur l'ARE 2020, mais je connais plusieurs opinions étrangères. Nous avons quelques pays, comme notamment les Pays-Bas ou la Finlande, qui ont avancé dans cette optique de type RE 2020, mais elles sont assez peu nombreuses, ces expériences au niveau mondial.
C'est une RE, une réglementation qui change radicalement le mode de raisonnement des professionnels à partir des notions de cycle de vie et de carbone. C'est un changement culturel absolument radical et qui déroule là vraiment le fonctionnement de la transition écologique avec les notions fondamentales de carbone, de cycle de vie qu'il faut compléter par la biodiversité ou le confort, notamment le confort d'été. Dans l'existant, là aussi, ça progresse. Il y a des fortes sommes d'argent qui sont mobilisées, un dispositif organisationnel qui est mis en place, et ça y est, les interdictions de location sont annoncées dans la loi en fonction de la performance énergétique des logements. Vous imaginez l'importance des résistances qu'il y a eu lieu avant que le Parlement vote ces décisions. Et effectivement, on sent un changement. Si je prends mon petit exemple du master de l'école des ponts et chaussées, eh bien, ça y est, les professionnels sont beaucoup moins réticents. Les effectifs du master doublent. C'est un signal faible, si on veut, mais on sent bien que ça progresse. D'ailleurs, on le met en avant. On publie aux éditions Erol un bouquin un peu épais sur le contenu du master, qui est, semble-t-il, qui est un peu écouté par les professionnels. Ça s'appelle l'immobilier et bâtiment durable, réussir la transition carbone et numérique. Je le coordonne avec mon successeur. J'ai dirigé ce master pendant une dizaine d'années. Mon successeur s'appelle Dominique Naert et il assure la direction de ce master. Ce qu'il faut en retenir, c'est que les professionnels évoluent. C'est ça le plus important. En 10 ans, mais il a fallu 10 ans. En 10 ans, les professionnels ont reconnu qu'il fallait une formation de fond importante qui prend plusieurs centaines d'heures pour vraiment maîtriser l'immobilier durable. Et les résultats sont encourageants dans la période récente. J'avoue que moi, quand j'ai regardé les statistiques jusqu'au milieu des années 2010, j'étais assez tristouné. Parce que quand on voit l'évolution, prenons un indicateur central, très important sur l'immobilier et le bâtiment par rapport au changement climatique, c'est les émissions de gaz à effet de serre de l'utilisation du parc. C'est notre principale contribution en tant que filière immobilier et bâtiment au dérèglement du climat. Eh bien, entre 1990 et 2014, les statistiques montrent une stagnation des émissions, enfin un maintien des émissions sans aucune baisse. C'est-à-dire que pendant 25 ans, les progrès que nous faisons sur la construction neuve, puisque la construction neuve, je le rappelle, le soir de sa livraison, elle fait partie du parc existant. Eh bien, et puis les progrès faits sur la réhabilitation ne donnent rien en matière de baisse des gaz à effet de serre jusqu'en 2014, parce que les progrès que nous faisons sur le neuf et sur la réhabilitation sont compensés tout simplement par l'augmentation du parc. Et donc, c'est un petit peu désespérant, mais à partir de 2014 et plus particulièrement à partir de 2017, la nouvelle est très très bonne. Il y a une forte baisse des émissions de gaz à effet de serre malgré l'augmentation de l'activité. Et quand je prends les chiffres clés du climat qui sont publiés sous l'autorité des services statistiques du ministère chargé de l'écologie, ils disent, et là je me contente de reprendre leur analyse qui est très juste et qui est surtout fondée statistiquement. Alors c'est vrai surtout pour la période récente, mais quand on fait le bilan de la période 1990-2023, alors que la surface habitée des logements a augmenté de 58%, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé en France de 41%. Sur la même période, l'activité du tertiaire, qui est mesurée par les statisticiens par la valeur ajoutée, a progressé de 76% et les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 30%. Donc les résultats sont très, très encourageants grâce à ce qui a pu se passer depuis 2014 et tout particulièrement depuis 2017. Nous avons mis du temps, mais les résultats sont là. Alors voilà ce que je voulais dire de manière, comme vous voyez, très résumée sur 20 ans de situation présente et passée.
Et alors, sur les 10 prochaines années, je vais être bien sûr très court également et laisser beaucoup de place à la discussion. Moi, j'imagine, en simplifiant, 2 scénarios. Vous savez, la méthode des scénarios n'est pas une méthode pour prévoir l'avenir. La méthode des scénarios est une méthode pour nous faire réfléchir aujourd'hui face à des avenirs possibles. Toute personne qui prétend vous dire qu'elle connaît l'avenir, ben c'est tout simplement un charlatan. L'avenir, il faut s'y préparer, et la méthode des scénarios permet de s'y préparer. Pourquoi? Parce qu'elle fait réfléchir. Alors, ils sont un peu contrastés, mes 2 scénarios, comme vous pouvez imaginer, vu le temps consacré et vu la volonté aussi de simplifier. Le premier scénario, je l'appelle un scénario brun. C'est une forte régression avec des résistances très significatives. Et le deuxième scénario, donc pour la période 2025-2035, dans les 2 cas, c'est un scénario vert, c'est-à-dire on avance, même si le contexte n'est pas toujours facile. Alors, soyons clairs, dans ce scénario que la majorité des professionnels de l'immobilier et bâtiment est confortée dans un certain attentisme, et les résultats sont nettement ralentis par rapport à la période précédente, surtout cette période 2014-2023 à laquelle je faisais allusion. On n'a pas encore les chiffres de 2024. Mais dans ce scénario, je note une résistance forte d'un certain nombre d'États aux États-Unis, puisque la Californie, tous les États de l'Ouest, l'Illinois, tous ces États sont anti-politique actuelle fédérale, et ils résistent au niveau État, au niveau collectivité territoriale, et il se passe la même chose en Europe. Un certain nombre de régions, de collectivités territoriales, et articulées à des collectifs de citoyens, résistent, sont en désaccord avec cette orientation générale au niveau fédéral américain et au niveau d'un certain nombre de pays européens. Et il y a une minorité de professionnels qui résistent également, très nettement, du fait de la conviction intime des dirigeants d'entreprise. Je reviendrai en conclusion sur cette notion très importante de la conviction intime des dirigeants. Donc ça, c'est le premier scénario qui n'a pas ma préférence, comme vous pouvez imaginer, mais qui est tout à fait plausible et auquel il faut se préparer si jamais il advient. Le deuxième scénario, 2025-2035, est un scénario que j'appelle vert, et l'idée est on avance même si le contexte n'est pas toujours facile. Alors, la résistance aux États-Unis dans ce scénario est encore plus forte, État, métropole, citoyen. Il y a un affaiblissement du national-populisme climato-sceptique aux élections mid-term de novembre 2026. Il y a en France échec du national-populisme climato-sceptique en 2027. Il y a une poursuite de l'accord de Paris malgré la sortie des États-Unis avec un soutien de l'Europe, de la Chine et de l'Inde. Et en France, il y a une stratégie nationale bas carbone et une programmation pluriannuelle de l'énergie, qui sont, je le rappelle, les 2 outils principaux de la transformation au niveau national, de la transition écologique, qui sont conformes à l'accord de Paris. On assiste dans ce scénario à des mobilisations de collectivités territoriales, de collectifs de citoyens et d'une majorité de professionnels de l'immobilier et du bâtiment. Il y a une très très grande complexité. Et parce que là, on rentre vraiment complètement dans le dur, il faut transformer les modes de production, il y a une évolution des modes de vie et des modes de consommation, donc il y a des résistances, surtout plus culturelles que techniques et financières, mais il y a des objectifs qui sont atteignables. En particulier, je rappelle que la SNBC 3, c'est-à-dire la stratégie nationale bas carbone qui est en cours de discussion actuellement, propose une baisse des émissions de gaz à effet de serre dans l'utilisation du parc de 46% en 6 ans, 2023-2030. Eh bien, je pense que c'est tout à fait atteignable, contrairement à ce que je pensais il y a encore quelques années. Pourquoi? Parce que la tendance précédente, et comme je l'ai indiqué dans la période récente, est très positive. Et quand on voit les 6 années précédentes, c'est-à-dire
2017-2023, il y a eu une baisse des gaz à effet de serre dans l'utilisation du parc immobilier français de 31%. Donc, il nous faudrait, dans ce scénario vert, passer de moins 31% les 6 dernières années à moins 46% pour atteindre un dispositif qui va vers la neutralité carbone en 2050. C'est manifestement, si le scénario vert a lieu, tout à fait atteignable. Donc voilà ce que je voulais vous indiquer à titre très personnel et assez subjectif. C'est la règle du jeu que j'ai proposée à Philippe, qui l'a acceptée, sur ce passé et ce double scénario des 10 ans à venir. En conclusion, je me permets trois suggestions pour les travaux du plan bâtiment durable et pour les réflexions de manière générale des professionnels de l'immobilier et du bâtiment. La première suggestion, c'est aller vers une conviction intime des dirigeants d'entreprise. C'est une notion à laquelle je tiens beaucoup. Quand je vois l'attitude des entreprises du bâtiment et de l'immobilier par rapport, par exemple, à la réglementation, il y a en gros deux types d'attitudes. C'est l'attitude de, bon, la réglementation arrive, on l'applique, en général assez formellement, mais on l'applique. Et puis, il y a une minorité, parfois d'ailleurs assez forte, de professionnels qui disent « moi, je m'empare de cette réglementation parce que je suis intimement convaincu et je veux transformer mes modes de production et mes modes de gestion de mon entreprise pour que la transition écologique ait réellement lieu ». Parce que je rappelle, la transition écologique, c'est pas pour faire plaisir aux écologistes, c'est rendre la Terre habitable. Hein. Le climat, c'est la température et l'eau, c'est donc la vie. Et c'est rendre la Terre habitable et faire en sorte qu'elle reste habitable. Donc, si je prends un exemple de réglementation, je prends au hasard l'exemple du bail vert dans le secteur tertiaire. J'ai vu une étude sur le bail vert. La majorité des professionnels qui l'appliquaient de manière purement formelle. Ah, la réglementation va un bail vert entre le propriétaire immobilier et son locataire. Eh ben, voilà mon bail vert, voilà mes objectifs, etc. Et il y a une minorité de professionnels qui se sont emparés de ce bail vert pour réellement négocier en tant que foncière, et je connais des grandes foncières françaises qui vont tout à fait dans ce sens-là, pour négocier avec leurs commerçants, si je prends un centre commercial, des objectifs très sérieux de baisse de consommation, de décarbonation de leurs pratiques, et même il y en a qui vont au-delà du bail vert, puisque ils ont un souci d'empreinte carbone avec le scope 1, qui, je le rappelle, sont les émissions directes, le scope 2, les émissions indirectes, et le scope 3, les émissions induites. Et à ce moment-là, ils vont encore plus loin. Par exemple, si je prends l'exemple du centre commercial, ils se fixent des objectifs de décarbonation du transport des visiteurs de leurs centres commerciaux. C'est le scope 3. Donc, on voit bien deux conceptions complètement différentes. Et d'où vient cette différence? Eh bien, ça veut dire que dans la deuxième catégorie, il y a une conviction intime des dirigeants d'entreprise, que ce soit des grands groupes, des entreprises de taille intermédiaire ou la masse des PME et des TPE qui caractérisent notre bâtiment. Eh bien, ils ont une conviction intime et à ce moment-là, quel que soit le contexte, ils avancent dans la direction dont ils ont la conviction. Je vois des expériences en cours, je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, tout ce qui tourne autour de l'expérience Entreprise pour le climat. Entreprise pour le climat est un exemple d'initiative qui centre tout sur la conviction intime du dirigeant. Deuxième suggestion dans ma conclusion, pour une plus grande insertion du bâtiment dans les dynamiques territoriales. Le bâtiment, contrairement à l'aéronautique ou à l'automobile, n'est pas dirigé par un oligopole d'entreprises mondiales. Il y a toute une série de secteurs où un oligopole, je le rappelle, c'est un petit nombre de très grandes entreprises qui dirigent la filière. C'est vrai dans l'aviation, c'est vrai dans l'automobile, c'est vrai dans d'autres secteurs. Et effectivement, quand les dirigeants de ces entreprises qui font partie de l'oligopole prennent des décisions, ces décisions centrales sont suivies des faits. Quand plusieurs grands groupes mondiaux décident « je vais passer de la voiture thermique à la voiture
électrique, eh bien, les décisions descendent. Et on voit les changements fondamentaux sur le terrain. Dans le bâtiment, ça ne peut pas être comme ça. Dans le bâtiment, nous sommes un secteur qui, j'allais le dire, n'a pas un produit simple comme un avion ou une automobile, qui est toujours un avion, une automobile. Ça a toujours 2 ailes, etc. Et la voiture a toujours 4 roues. Nous, c'est très diversifié. Nous sommes dans une filière où on nous demande de construire une tour à la Défense et de réparer un lavabo dans une salle de bain. Et c'est la même filière qui doit faire ça. Donc, on imagine que pour répondre à ce type de besoins, c'est pas un petit nombre de grands groupes qui peut répondre à ce type de demande. D'où l'importance des TPE, des artisans et des PME. Même quand on parle des 3 grands groupes principaux, Bouygues, Vinci et Eiffage, dans le domaine du bâtiment, en comptant construction neuve, réhabilitation, maintenance, ils représentent moins de 10% du marché. Donc, effectivement, nous sommes dans des métiers qui sont très dominés par des PME régionales, des PME locales et des TPE et des artisans. Et donc, là, il faut que ces petites unités et moyennes unités soient prises dans des dynamiques locales. Ce n'est pas des décisions centrales, top-down, qui vont changer la réalité. Et d'où la nécessité d'insérer le bâtiment dans les territoires, avec des collectifs d'élus régionaux, locaux, des collectifs de citoyens, d'autres entreprises. Et il y a une double intégration qui peut se faire à ce moment-là au niveau territorial. Au niveau des modes de vie, l'habitat change au même titre que l'alimentation, que les transports, que la santé et l'éducation. Les gens changent de mode de vie. Les dirigeants de PME et de TPE changent de mode de vie et changent non seulement leur bâtiment, mais aussi leur alimentation, leur transport, leur mode de santé, etc., leur mode d'application de la santé, etc. Et ça s'insère également au sein de la ville durable, puisque à ce moment-là, le bâtiment s'insère dans un dispositif qui intègre l'urbanisme durable et les transports durables. Donc, assez naturellement, et c'est une des réflexions que doit avoir le plan bâtiment durable, parce que là, le plan bâtiment durable a une approche sectorielle, alors que là, au niveau des territoires, l'approche ne peut pas être sectorielle, et l'efficacité suppose au contraire une action intersectorielle. Troisième et dernière, et j'en aurai fini, suggestion, pour une inversion des priorités entre construction neuve, réhabilitation, gestion et utilisation. Pour répondre aux besoins de la population, nous avons 4 moyens dans notre filière immobilier bâtiment. Premièrement, la construction neuve. Deuxièmement, la réhabilitation du parc. Troisièmement, une amélioration de la gestion du parc. Et quatrièmement, une amélioration de l'utilisation du parc. Sachant que gestion et utilisation sont souvent peu traités et on parle beaucoup de construction neuve et de réhabilitation. Et l'histoire a fait qu'il y a des priorités. Et derrière ces priorités, il y a des métiers qui sont plus nobles, des métiers qui sont plus prestigieux et des métiers qui sont mieux rémunérés. Ce qui est plus prestigieux et mieux rémunéré, c'est la construction, c'est l'investissement. Et dans les grandes écoles de commerce ou les grandes écoles d'ingénieurs, c'est la partie noble. Réhabilitation, bon, on commence à comprendre, deuxième priorité, que bon, c'est moins bien que le neuf, mais bon, il faut passer par là. Par contre, les gens de la maintenance, les gens de la gestion, alors là, c'est des métiers un peu de seconde zone, moins bien rémunérés, moins prestigieux, et quand on parle d'utilisation, alors là, on ne sait même plus de quoi on parle. Et je pense qu'il faut complètement, vu le contexte actuel et vu le contexte de la transition écologique, il faut inverser les priorités. Partir, de l'utilisation. Alors déjà, on a commencé. S'il y a eu du succès dans les toutes dernières années sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est parce qu'effectivement, le fuel et le gaz fossile ont diminué au profit de l'électricité et du solaire et aussi de l'éolien, mais c'est aussi une certaine forme de sobriété, donc une certaine forme d'utilisation. Donc ça commence un petit peu l'utilisation et l'amélioration de l'utilisation. Je pense qu'au-delà de la sobriété, l'utilisation, c'est d'abord un problème d'intensité d'usage.
notre patrimoine immobilier est massivement sous-utilisé. Et donc, il faut réfléchir. Il y a déjà des expériences qui sont en cours pour une meilleure utilisation des logements. Il y a des difficultés. Il y a 30% des Français, d'après les statistiques, qui veulent changer de logement pour prendre un logement plus petit et payer moins cher. Ben, c'est difficile parce que les mécanismes de marché et de réglementation et de taxes font que le logement plus petit, ben, il est plus récent et par rapport à un logement que vous occupez depuis 15 ans, il est plus cher. Ce qui est quand même assez paradoxal, mais c'est la réalité. Donc, c'est assez complexe hein, de vouloir mieux utiliser ce parc. C'est assez complexe, tant dans le logement que dans le tertiaire. Une école est utilisée 20 à 30% de son temps. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Je connais des premières expériences d'utilisation des écoles le soir et pendant les vacances scolaires. C'est minoritaire, mais on sent qu'il y a une possibilité. Et puis là, au moins, le carbone est déjà émis et on est très bon pour la transition écologique. Ensuite, deuxième priorité, la gestion. Améliorer la gestion, c'est très, très efficace. On le voit dans le tertiaire avec le concours Cube, qui a montré que sans investissement matériel, par contre avec un investissement culturel, matière grise, eh bien, on pouvait baisser en l'espace d'un an la consommation d'énergie sur des immeubles tertiaires de 20%. Donc, on voit bien que l'amélioration de la gestion et la mobilisation des gestionnaires et des utilisateurs est d'une deuxième priorité très importante. Une partie du parc, troisième priorité, ne peut pas répondre tel qu'il est aux besoins, donc il faut réhabiliter. Et puis, quatrièmement, la construction neuve, c'est indispensable pour toute une série de besoins. À mon avis, ce n'est pas au niveau de 400 ou 500 000 logements par an. Si je prends l'exemple du logement, ce sont des chiffres, à mon avis, un petit peu fantaisistes. Mais par contre, on a besoin d'un volet important de construction neuve pour répondre aux besoins auxquels l'usage, la gestion et la réhabilitation ne peut pas répondre. Excusez-moi, j'étais peut-être un petit peu trop long. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Ça a été parfait, Jean. Merci, grand merci. Ta communication aura été enregistrée et je ne sais pas par quel processus on pourra la rendre accessible à ceux qui veulent la diffuser. Tu fixeras toi-même les règles que tu souhaites sur l'usage qu'on pourra faire de cet enregistrement, mais c'est tout à fait intéressant et les suggestions en particulier vont nous inspirer pour organiser notre avenir.